Vous êtes sur Medi 1, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse. En première partie d'émission, mes invités et moi, nous allons plancher sur une problématique qui commence à prendre un petit peu de l'ampleur sur le continent, le fait qu'aujourd'hui nos jeunes sœurs et petits frères ne soient plus connectés à la tradition. On parle de côté déraciné. Pourquoi aujourd'hui nos jeunes frères ne s'intéressent plus à ce moment très important de notre vie? On en parle en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, nous allons faire un tour du côté de la mairie, du côté du palais pour justement prononcer le divorce et comprendre pourquoi le fait qu'aujourd'hui les jeunes se marient très tôt et divorcent très tôt. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? On va essayer d'apporter des éléments de réponse en première partie d'émission. Et pour décortiquer ces thématiques avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Phèdre. Vous êtes communicante. Merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation de Génération News. Merci, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Et nous allons également le plaisir de remercier Grâce. Vous êtes dans le domaine de la restauration. Merci d'être de notre aujourd'hui. On remercie Bonest. Vous êtes vice-président de l'Amica des étudiants et stagiaires béninois au Sénégal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Régis. Les amis, nous allons tout de suite parler de l'héritage traditionnel, culturel en l'occurrence. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que nos jeunes frères aussi ne sont plus très connectés à la tradition culturelle. Bonest, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et pourquoi aujourd'hui ces jeunes ne sont plus très intéressés par la culture? Et comment ça se passe au Bénin, cette transmission traditionnelle? En premier lieu, lorsqu'on parle de tradition culturelle, on se réfère aux valeurs culturelles que la génération précédente laisse à la nouvelle génération. Donc on sous-tend les coutumes, l'héritage, la façon de communiquer. Mais de nos jours, on constate clairement que la génération avant notre génération, avant la nouvelle génération, n'aide plus la nouvelle génération à aimer ou bien à s'intégrer dans les valeurs ou la tradition culturelle. Par exemple, là je prends un seul exemple au Bénin. Nos parents n'aiment plus qu'on s'intéresse trop aux valeurs culturelles. Je prends le même cas du vaudou. Le vaudou, c'est une religion endogène. Et puis c'est une religion qui est léguée d'une génération à une autre. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui au Bénin? Est-ce qu'on assiste toujours à ce legs au Bénin? Je dirais non. Non, dans le sens où la jeune génération s'y intéresse plus. On voit aussi que la génération manque de maturité et puis nos aînés qui couvrent cette religion endogène n'arrivent plus à faire intégrer la nouvelle génération et puis à éduquer la nouvelle génération. Est-ce que c'est pas parce que quelque part, en général, quand on parle de la culture béninoise, on a souvent, c'est le vaudou qui ressort, et pas souvent avec des étoiles. C'est-à-dire qu'on a toujours une connotation un petit peu péjorative en ce qui concerne le vaudou, mais au fond, ce n'est pas ça, mon cher Bonest. Le vaudou, c'est quoi la mission première déjà de cette culture? Ce qui est désolant, c'est que on voit sur tous les toits que le vaudou, que c'est une mauvaise religion ou c'est une religion endogène qui a au sein d'elle le mal. Mais c'est le contraire au fait. À la base, le vaudou, c'est une religion qui permet aux aînés de protéger une famille, de fonder une famille sur une bonne base. Ça consiste en général une protection de chaque être humain de cette famille-là. Mais après, avec la modélisation et puis aussi avec une passation qui n'est pas normale, les jeunes, ils utilisent cette religion pour faire du mal. D'accord. Est-ce que Phèdre, Bonest parlait évidemment de cette rupture observée entre le fait qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes ne s'intéressent plus aux valeurs traditionnelles, culturelles en l'occurrence. Comment faire pour y remédier? Vous êtes gabonaise de nationalité. Comment déjà au Gabon ça se passe cette transmission traditionnelle, culturelle? Bon, je pense que pour ma part, je dirais qu'il y a deux façons de transmettre. Il y a une façon, ça veut dire par expérience, parce que tu as vécu,
et toi, parce que tu connais comment faire pour remettre, parce que toi-même tu as vécu l'expérience et puis tu veux partager cette expérience avec la nouvelle génération. Il y a une autre façon aussi, l'observation. Mais c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a plus de pratique, parce que les jeunes filles, les jeunes garçons ne vivent plus l'expérience de la tradition. Exemple, comment un enfant qui veut recevoir la tradition, comment organiser un mariage coutumier, que lui il n'a jamais fait un mariage coutumier ou il n'a jamais assisté. Oui, parce qu'on a l'impression que si le père ne maîtrise rien de la tradition, bah, son fils aussi, derrière, la progéniture va hériter, on va dire, de ce décalage. Voilà, Régis, il y a cette rupture-là qui est là parce que les jeunes ne font plus l'expérience de vivre la chose et ils n'observent plus. Tout simplement parce que les jeunes sont toujours partis. Les villages, aujourd'hui, nos villages sont vides. Donc, pour aller en brousse, il y avait un rituel qu'il fallait faire. Pour chasser, il y avait un rituel. Pour préparer les filles, il y avait un rituel. Mais si tu n'es pas passé par cette préparation, si tu n'es pas passé par cette transmission, comment vas-tu acquérir cet héritage que toi, tu dois transmettre? En fait, là, il y a problème. Par expérience, tu ne peux pas parce que tu ne l'as pas vécu. Par observation, tu ne peux pas non plus parce que tu n'as pas vu. Oui, parce que ça répond à des codes aussi, effectivement, cette transmission traditionnelle, culturelle, pardon, culinaire aussi, évidemment. Même l'art culinaire, il faut voir comment ta maman prépare, quels sont les ingrédients qu'elle utilise pour faire une sauce traditionnelle de chez nous. Mais si tu n'y assistes pas, si tu ne vois pas, elles sont toujours sur leur smartphone, elles sont sur les ordinateurs. Or, on ne peut pas obliger quelqu'un à regarder parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous. Ce sont des codes et ces codes-là ne se font pas par des choses. C'est pas quelque chose d'assez. Je peux dire ça comme si on donnait un stylo à un enfant. Non, il faut avoir cet œil de regarder au-delà du geste. Parce que c'est au-delà du geste qui se trouve le code de la transmission. Regardez au-delà du geste. On va faire un tour en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec vous, Grace. Vous êtes ivoirienne de nationalité. Justement, on a fait le tour un petit peu, le Bénin, le Gabon. On vit en Côte d'Ivoire. Comment ça se passe justement à Abidjan? C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on est toujours un petit peu dans le principe de royauté qui valorise aussi quelque part cette transmission culturelle et traditionnelle. Mais comment ça se passe, l'héritage légué à la nouvelle génération sur le plan traditionnel? Ok, en fait, comme le disait mon frère tout à l'heure, aujourd'hui, nous, c'est-à-dire la génération précédente, ont perdu un peu ce qu'on appelle l'héritage traditionnel. Parce qu'aujourd'hui, quand nous constatons notre génération présente, ou futur, c'est ça, parce que nous avons tendance à négliger plus la tradition. Parce qu'on se dit, oh, ça c'est pour des vieux, bon, nous sommes tous jeunes, il faut vivre la jeunesse et tout. Mais ce qui a fait de nos parents ce qu'ils sont, c'est, on peut dire, la tradition. Comme le disait Phèdre, c'est-à-dire si le parent n'a pas appris, comment est-ce qu'il va transmettre cela à son enfant? Donc il faut aujourd'hui jeter un petit peu l'éponge sur les parents? Oui, justement, parce qu'il y a des parents aussi qui n'ont pas eu la chance de pouvoir acquérir. Ce n'est pas forcément tous les parents qui ont eu à acquérir cette tradition. Il y a d'autres qui ont eu peut-être la négligence de ne pas apprendre. Et bon, tantôt l'enfant lui demande, ah mais comment ça se fait et tout. Il n'en sait rien. Il demande, bon, est-ce que tu ne vas pas voir peut-être l'oncle ou la tante et peut-être elle va mieux t'expliquer et tout. Parce que lui, il n'a rien reçu. Donc, et du coup, Abidjan, en Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Je veux dire, tout à l'heure, je parlais du principe de royauté. C'est de la culture, c'est de la tradition. Même dans la manière de s'habiller, lorsqu'on va se marier sur le plan traditionnel, il y a un accoutrement approprié pour ça. Oui, mais est-ce qu'on retrouve toujours ça à Abidjan ou bien c'est dans les coins un petit peu reculés de la Côte d'Ivoire? Oui, on retrouve ça à Abidjan, mais ce n'est plus comme avant. D'accord. Comme je pouvais le dire. Parce que c'est plus en région, on retrouve peut-être ce genre de culture, c'est-à-dire où l'enfant, on doit préparer l'enfant, c'est comme ça tu dois t'habiller et tout. Mais il y a des dots, par exemple, qui se fait à Abidjan où la femme ne s'habille pas en traditionnel. Ouais. Jusqu'à elle porte juste une tenue et bon, on fait juste la dot. Mais il y a dans certains cas, c'est-à-dire dans certaines ethnies, la femme est obligée d'apprendre. C'est-à-dire, lorsque la dot doit arriver, elle va auprès des parents, elle demande comment est-ce que ça doit se faire et tout. Et on enseigne au fur et à mesure comment est-ce qu'elle doit se prendre avant de pouvoir faire la dot. Au fur et à mesure, Bonès, je viens à toi dans quelques minutes, Phèdre, parce que quand on parlait de tradition, d'enseignement, de legs, en termes d'héritage, c'est dans
tous les plans, hein. Je pense que tu l'as souligné sur ce plateau quand tu parlais sur le plan culinaire également, mais même sur le plan de la maternité, il y a aussi une tradition à respecter que les mamans doivent léguer à leur progéniture. Par exemple, je pense que vous allez aller dans le même sens que moi, ou peut-être me corriger, mais au Gabon par exemple, j'aurais eu vent que lorsque une femme accouche, elle doit, avant de présenter l'enfant, je crois que c'est la maman qui dépose l'enfant au sol et qui doit... Expliquez-moi un petit peu le procédé, comment ça se passe? En fait, il faut avouer que il faut d'abord, je vais d'abord expliquer que en fait toute chose n'est que code, toute chose dans la tradition est un symbole, et ces symboles-là sont des choses sacrées. Donc ça veut dire que l'accouchement aussi, c'est une institution, c'est un symbole. Donc quand une femme vient d'accoucher, avant de faire rentrer l'enfant dans la maison, on doit déposer l'enfant devant la porte pour que l'enfant puisse accepter l'environnement. Ça veut dire que c'est imposer l'enfant accepter l'environnement. Et pourquoi la mère doit, la belle-mère ou sa grand-mère ou la mère doit... je crois qu'elle doit sauter l'enfant. Je ne sais plus trop comment ça se passe, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué. Oui, en fait, c'est une protection. D'accord. Parce que quand la femme vient d'accoucher, on vient saluer la femme. Il y a des gens qui viennent avec des esprits, avec des gens qui ne sont pas impurs, il y a plein de choses. Donc, comme aujourd'hui, dans nos sociétés, tout était code, il fallait respecter ces principes-là. Et ça permettra en fait à l'enfant de recevoir, d'accepter l'environnement, que l'enfant reconnaisse, l'enfant puisse reconnaître l'environnement auquel il rentre. C'est une forme de protection aussi? Oui, c'est une forme de protection, parce qu'après, quand on dépose l'enfant, quand la maman traverse l'enfant, là, on peut soulever l'enfant et maintenant faire rentrer l'enfant dans la famille. Donc, il fallait forcément ce rituel-là, parce qu'il fallait protéger l'enfant. Si cet enfant rentre sans ce rituel-là, au risque, l'enfant va commencer à faire des symptômes, va pleurer toute la nuit, parce que l'enfant ne reconnaît pas les entités. L'enfant ne reconnaît pas l'environnement, l'enfant ne reconnaît pas les esprits, et en fait, ça emmenait à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien il y a quelqu'un qui aura facilement accès à toucher soit à la destinée, soit à la vie de cet enfant. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est perceptible? Est-ce que les jeunes filles le savent, Phèdre, aujourd'hui, ce point très crucial aujourd'hui en ce qui concerne la maternité? Pas du tout, Régis, ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Aujourd'hui, d'abord, nos villages sont vides. On accouche dans des hôpitaux modernes. On a parlé tout à l'heure de nos parents. Je veux dire, maman peut continuer à enseigner ce point très important. En étant en ville, elle peut dire à sa fille, écoute, c'est important de le faire, ce passage-là, c'est important pour l'enfant. Mais Régis, tu sais, ce genre de choses, en fait, il y a des rituels qui sont faits. Donc ça veut dire qu'il y a des choses, c'est pas du fait de déposer l'enfant. Hein. On dépose l'enfant sur quoi? Il y a des feuilles, on dépose l'enfant sur une feuille. Mais est-ce que ces feuilles-là, on les retrouve en ville? Pas du tout. On ne dépose pas l'enfant sur le sol, c'est sur une feuille. Mais cette feuille, on peut retrouver son village. Donc en ville, maman va trouver cette feuille-là où pour accomplir le rituel qu'il faut. Je crois que c'est là où se trouve la difficulté. En ville, on ne trouve plus les éléments qui constituent le rituel pour permettre à ce que l'enfant soit protégé, parce que ça, c'est un rituel de protection. Donc, ce rituel de protection a des codes, a des éléments qui entourent cet enfant. Quand on met l'enfant, on emballe l'enfant sur une feuille. Cette feuille-là a une connotation, cette feuille-là a une signification. À quoi renvoie cette feuille? Est-ce que c'est le cas, Bonest, au Bénin? Oui, c'est le cas. Et puis, pour rejoindre un peu ce qu'elle a dit, c'est que le problème est plus du côté de nos parents. En fait, nos parents ne nous initient pas vraiment dans tout ce qui est religion, dans tout ce qui est pratique. Oui, mais avant de jeter la pierre aux parents, il y a d'abord la volonté. Est-ce qu'aujourd'hui, nos petits frères et petites sœurs sont disposés à aller apprendre aussi? On a la volonté. Mais est-ce que nos aînés ont peut-être créé des centres culturels? Ça, je ne sais pas. Mais par exemple, aller au Bénin, il y a des familles, j'ai des camarades, ils n'arrivent même pas à s'exprimer en notre langue locale. Comment tu es béninois et puis tu n'arrives pas à parler le fond? Donc, simplement parce que les parents t'obliger à parler le français. Maintenant, un parent qui oblige ses enfants à parler le français, comment ce parent-là peut initier ses enfants ou bien son enfant à s'intéresser à une religion endogène? Donc, je pense que le problème, c'est pas au niveau
de la génération, de notre génération, mais c'est de la génération précédente. D'accord. En l'occurrence, nos parents... au Sénégal, on avait le principe, on a toujours, hein, je pense que ça existe toujours, on avait le principe du symbole, qui était un collier voilà, qui était fabriqué à base d'arêtes et de poissons et des os de poulet ou autres. Hein. Et lorsque tu parlais, je crois, le français, on te le mettait. Voilà, c'était un symbole qui... Il faut repartir dans ce genre de jeu pour essayer de toujours valoriser nos langues vernaculaires. Oui, je pense bien parce qu'on veut à toute fois copier la tradition occidentale. Non, mais quoi que c'est pas mauvais de parler le français, mais je veux dire, c'est bien d'allier les deux, de connaître au moins d'où on vient, ça c'est important. Si, c'est vrai, mais d'une part, en fait, on ne va pas forcément accuser la tradition occidentale parce que, d'une part, on ne peut pas aussi hériter de tous des parents. Lorsqu'on parle du mariage arrangé, moi, en tant que jeune et de la nouvelle génération, je ne pense pas que les jeunes seront d'accord à hériter du mariage arrangé. Et en parlant de ça, je ne vais pas me focaliser sur le mariage arrangé. Grace, est-ce que c'est justement toutes les traditions qu'on doit accepter aujourd'hui? Bon, pour ma part, je dirais non, parce qu'il y a certaines traditions qui ont des conséquences. Parce que parfois, nous sommes ignorants de savoir que, bon, comme le père a fait, donc il faut que je fasse. Mais quel est l'objectif que tu dois atteindre? C'est le plus important. Le père, il a fait. Et peut-être il a eu à obtenir. Et disons, il a eu à obtenir quelque chose venant de l'enfant et tout, ou bien soit il a eu un résultat. Mais est-ce que c'est ce même résultat que vous allez atteindre? Je prends l'exemple de Fête tout à l'heure, elle me disait que il faut emballer l'enfant dans un papier et il faut le déposer à la porte. Mais est-ce que c'est ce qui protège l'enfant? Parce que si on doit aller sur ce contexte, c'est-à-dire, est-ce que quand la mère devait accoucher cet enfant, est-ce qu'elle a eu à faire des rituels dans le but de dire que si mon enfant sort, je vais peut-être l'emballer, le protéger? Non, mais je pense qu'après ça, c'est uniquement dans l'ethnie Fan, je crois, au Gabon. Oui. Après, chaque ethnie a sa manière peut-être de procéder. Mais je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre ce qu'elle dit. Mais il faut reconnaître que ça a des conséquences. C'est-à-dire, l'enfant peut tomber malade. Mais la seule personne qui peut-être protège, on peut dire, c'est Dieu. Le parent même, celui qui le protège, c'est Dieu. Donc, moi, je trouve que ça n'a pas trop son importance. Mais Phèdre, je pense que le problème, il est là aussi. On allait y arriver à ce point assez crucial. C'est évidemment cette confrontation entre la religion. Évidemment, on va salir aucune religion. On respecte toutes les religions du monde. Mais la confrontation qu'on a aujourd'hui, c'est justement à ce niveau-là. C'est-à-dire, on a l'impression que les deux sont opposés. Or, ce n'est pas le cas. On peut très bien servir une religion et apprendre sa culture derrière. Mais bien sûr, mais ça tout dépend de qu'est-ce qu'on fait de ce que nous avons reçu. Qu'est-ce que tu fais de la tradition ou bien de la religion? C'est comme les gens qui prient. Est-ce que parce que tu pries, ça veut dire que tu ne peux pas respecter ton père et ta mère? Est-ce que vous savez que le principe de la famille, c'est une tradition, c'est une religion? Ça veut dire que c'est dans notre culture. Le principe, l'aîné, respecter l'aîné. Quand l'aîné parle, je ne dois pas parler. C'est dans notre société. Ouais, c'est traditionnel, c'est culturel. C'est culturel. Oui. Donc, quand on me dit que parce qu'on est chrétien, on ne doit pas respecter les principes et nos mœurs et coutumes, je dis non. Parce qu'il y a des choses qui sont bien, il y a des choses bonnes, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Maintenant, à chacun de faire la part des choses. Je dis ça, je pense que ça ne me correspond pas, je ne peux pas le faire parce que je ne connais pas comment le faire, bien je ne sais pas à quoi ça renvoie. Mais ça je peux le faire parce qu'en fait, ça me permet en fait de maintenir mon identité, de reconnaître d'où je viens, par qui je suis arrivé. Et c'est là aussi vient le symbole de la lignée. Ouais. Donc, c'est dans nos traditions qu'on trouve les lignées, parce que chez moi, chez les femmes, il y a un principe qu'on appelle la lignée. En fait, il y a des signes de nom. Ça veut dire que si tu te retrouves à la 7e génération, tu dois savoir que si tu t'appelles si tu as tel nom, ça veut dire que tu sors de la lignée de telle tribu. Ah, c'est le cas au Bénin, je crois, avec les noms. Justement, les noms, c'est important, le nom. Justement, est-ce que parce que je suis chrétienne, si je vais à l'église, on ne va plus m'appeler par mon nom de famille parce que c'est un nom qui sort d'une lignée de ma tradition. Je dirais juste. C'est quoi votre nom déjà, Bonest? Moi, mon nom, c'est Betohu. D'accord. Je ne veux pas prendre le risque de prononcer, mais justement, vous appartenez du coup, est-ce qu'il y a une histoire, une tradition derrière ce nom? Comment ça se passe? Est-ce que vos parents vous l'ont expliqué un petit peu l'histoire derrière ce nom? C'est vrai, en fait, on me l'a expliqué juste après ma naissance. Donc, on a consulté le Fa. Et puis le Fa a dit, ok, cet enfant, on l'appelle Betohu parce que l'homme ne voulait pas que je naisse. D'où le nom Betohu.
D'accord. Donc, et puis je pense que quand tu prends 99% des Béninois, on a toujours un nom dans notre langue. Voilà. D'accord. Donc, Régis, pour enchérir ce que Bonest. il disait, mais en fait, je pense qu'il y a il y a une confusion qui se fait. Il y a vraiment une confusion. Nous sommes nés dans des familles. Ces familles-là ont des histoires. Mais ces histoires n'ont rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça au contraire, à voir avec les clans, les tribus, les identités. Et puis c'est bien de savoir d'où on vient aussi, voilà. quelque part. Et puis c'est notre identité en tant que, quand on sort d'une famille, on a une identité. Le nom que je porte, en fait, ce nom-là a une identité. Et le plus souvent, quand on regarde les problèmes que nous avons dans la société, c'est parce qu'on ignore quelle est l'histoire de notre identité, quelle est l'histoire de notre famille. C'est vrai, il faut prier, mais nous sortons d'où? C'est ça la grande question. Si tu perds ton identité, tu perds ta destinée. C'est un petit peu ça, Grâce, être déraciné, se perdre soi-même. Oui, je ne suis pas contre ce que tu dis, mais il faut reconnaître que, bon, moi, pour ma part, est que la tradition, elle totalement, c'est-à-dire, nous devons suivre la tradition telle qu'il se doit parce que nous ne devons pas perdre nos racines. Donc, pour ma part, est que est-ce que certaines traditions que nous voulons faire, est-ce que ça en vaut la peine? C'est le plus important, en fait. Parce que les parents, ils ont eu à faire. Et il faut le copier, c'est-à-dire il faut copier cela. Non, si on te suit, c'est qu'il faut adapter la tradition en fonction de l'évolution de... Justement. Il ne faut pas perdre, mais il faut adapter en fonction du siècle présent, en fait. D'accord. Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, moi, tu me dis, par exemple, chez vous, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, de l'enfant. C'est-à-dire, bon, il y a beaucoup d'exemples au Gabon. Oui, il y a beaucoup d'exemples, c'est ça. Mais pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, il va trouver que c'est un fétichisme. Du moment où aujourd'hui le fétichisme est vraiment condamné, à part ou peut-être au Sénégal. Mais chez nous, par exemple, on condamne facilement le fétichisme. Parce qu'il y a des faux et il y a des vrais, par exemple. Donc, il faut reconnaître que, moi, je me dis, est-ce que ça en vaut la peine? Moi, je prends un exemple, je finis. Je prends un exemple, par exemple, quand on dit chez les Baoulés, chez nous, quand la fille commence à atteindre l'âge de la puberté, il faut la laver. Chez les Baoulés. Chez les Baoulés, en Côte d'Ivoire. Il faut la laver, on la réveille à une certaine heure. Et comment on dit femme en Baoulé Bon, là, c'est pas mon ethnie. Ah d'accord, ok. Vous êtes de quelle ethnie? Talois, bon, je comprends un peu je suis bêtée. On dit Talois, ça veut dire la femme mature, la femme mûre. D'accord. Tu vois un peu. Donc, arrivé à certain moment, on lui dit, on la réveille, elle est inconsciente, on la nettoie, on la lave avec une eau, on ne sait pas d'où l'eau vient, d'où l'eau prévient. Même sa mère, elle va te dire que non, c'est avec cette même eau on m'a lavé, mais je ne sais pas d'où ça vient. Mais quelle est son importance? Aujourd'hui, la majorité de ces filles qui font cette tradition, c'est-à-dire qui passent par cette eau, difficilement arrivent à se marier parce qu'elles ne connaissent pas pourquoi est-ce que... C'est un constat général, en Côte d'Ivoire, Abidjan. Justement, il y a des, disons, on peut dire, il y a des ethnies qui le font. Bon, c'est question d'ethnie en fait. D'accord. Chacun a son demande. Allez-y, Bonest. Je comprends. Allez-y. Pour compléter ce que tu dis, moi je me dis que la tradition, ça varie d'un pays à un autre. Et puis dans le pays, ça varie de langue en langue. Donc tu vois, en fait, par exemple, au Bénin, tu ne peux pas aller au Bénin et saluer et tendre la main à une grande personne. Justement. Mais au Sénégal, bon, c'est culturel, oui, c'est culturel. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà, parce qu'au Sénégal, quand le petit ne tend pas la main, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Mais chez nous, tu n'as pas le droit. Mais si jamais tu vas dans un village et tu tends la main à une personne âgée que toi, attention. Donc, tu seras puni et s'il y a des rituels à faire, on les fait. Sinon, tu peux mourir facilement pour ça. Oui, parce que oui, allez-y, je vous laisse terminer. D'où on nous éloigne un peu de tout ce qui est religion traditionnelle. Parce que les parents ont peur que leur enfant fasse peut-être une erreur là-bas et qu'il y ait des punitions. Mais Phèdre, est-ce que c'est pas dangereux aujourd'hui le choix un petit peu de nos parents, de nous éloigner justement de ça, de cette tradition culturelle? Régis, est-ce que le principe ce sont des traditions ou bien c'est la pratique? Moi je crois que le problème aujourd'hui c'est la pratique et non pas la tradition. Toute chose est neutre, mais c'est comment nous la pratiquons.
en toute chose, il y a du bien et il y a du mal. Donc, si tu prends quelque chose et tu le fais selon ton cœur, ou bien selon toi, comment ça doit se faire selon les règles de l'art, je pense qu'il n'y aura pas de conséquences. Ouais. Mais c'est surtout quelle est l'intention derrière ce que vous êtes en train de faire. Parce que toute chose part de l'intention. Est-ce que le fait de préparer une femme, une jeune fille qui doit rentrer dans un mariage, à faire un rituel 3 jours avant le mariage, est-ce que c'est mauvais? Mais maintenant, comment c'est pratiqué? Et qui le fait? Dans quel but? Voilà les grandes questions. Moi, je dis rien n'est mal, mais le problème, c'est quelle est l'intention de selon et quelle est la pratique et qui pratique la chose. Parce que ce que nous ignorons, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont le cœur, les gens aujourd'hui, je crois qu'il y a trop de pessimistes. Il y a trop, tout est devenu, on utilise des choses avec beaucoup de légèreté, oui, sans savoir qu'il y a des conséquences. Et on va voir la nouvelle génération aujourd'hui, on parle à n'importe qui, on dit n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Mais est-ce que c'est comme ça que ces choses devraient être faites? Non. Si ce n'est pas fait de cette manière, ça veut dire que tu ne pratiques pas la religion, tu ne pratiques pas la culture, tu pratiques tes propres rites, oui, et tu arrêtes tes rites, tu vas payer. Est-ce que quelque part... Oui, allez-y, Bounès. Et puis j'ai déjà trop accusé quand même la génération précédente, mais il y a aussi nous, en fait, jeunes de la génération, ouais, en fait, on n'arrive pas à accepter, à faire comme nos aînés. On veut juste copier. Donc, parce qu'on côtoie plus la tradition, ou en fait, la tradition... Extérieure d'ailleurs, tout simplement, oui. On côtoie plus, donc on suit les médias, on suit les trucs à la télé, tout ce qu'il faut. Donc, et puis en même temps, dans notre tête, on se dit non, écoute, nous ne nous intéressons plus à la tradition culturelle ou à la religion endogène, mais pratiquons autre chose, copions les autres. C'est un peu ça. Là où vient le problème, tu parles de copier. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut faire la part des choses. Comment on copie? C'est bien de copier, mais on copie comment? Négativement. Justement, donc, en fait, le problème n'est pas... Quelle est la solution? En quelques mots, on va clore la première partie. La solution aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut faire les choses selon comment ça a été toujours fait. D'accord. De ne pas mélanger ce qui revient d'ailleurs et ce qui revient... Parce que ce qui revient d'ailleurs est souvent source de malheur. Et on en parle en deuxième partie d'émission. On va faire un focus sur le divorce. On marque une courte pause. À tout de suite sur Média. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous parlons du divorce, un phénomène qui prend un petit peu de l'ampleur sur le continent, en l'occurrence chez les jeunes Phèdre. Vous avez également observé ça. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce phénomène-là? Je dirais, en fait, le problème du divorce chez les jeunes aujourd'hui, c'est un problème je vais d'abord dire, la connaissance de soi et de l'autre. Nous devons savoir que quand on se marie pour rendre l'autre heureux. Ça dépend du conjoint. Mais aujourd'hui, la femme n'arrive plus réellement à connaître qui est son mari parce que la femme se focalise sur l'avoir, les biens, au lieu de se focaliser sur l'être, qui est l'homme intrinsèque. Celui que tu as épousé qui a des défauts et des qualités qui n'ont rien à voir avec les biens matériels qu'il possède. Donc, si tu rentres dans un mariage pour de l'argent, pour des biens matériels, ce sont ces mêmes biens matériels qui te feront sortir de ce mariage. Si demain ça disparaît, par exemple, supposons que le mari avait une situation financière très stable et que derrière, le chiffre revient à zéro. Exactement. Donc, la raison qui te fait rentrer dans le mariage, c'est la même raison qui te fera sortir. Pourquoi? En fait, c'est parce que tu n'as pas épousé l'être, tu as épousé les acquis. Et le problème aussi aujourd'hui, c'est un problème d'éducation. Quand on parle des jeunes filles qui rentrent dans le mariage sans être préparées, aujourd'hui, une fille de 25 ans, elle rentre dans un mariage sans être préparée. Quand elle rentre dans le mariage, elle ne cherche pas à se préparer dans le mariage. Elle ne cherche pas à grandir. Parce qu'on n'épouse pas. Une fille ne rentre pas dans le mariage, c'est une femme qui rentre dans le mariage. La parole de Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses mains. Ça veut dire que si tu n'es pas femme, tu sortiras du mariage afin d'être préparée pour rentrer à nouveau dans le mariage. Et grâce, c'est l'une des raisons aujourd'hui qui peut expliquer le fait qu'aujourd'hui les jeunes divorcent un petit peu trop tôt. C'est parce qu'ils se sont mariés trop tôt aussi? Oui, je dirais que oui, parce que, comme le disait Phèdre, il est question d'éducation. Parce que je me dis, l'éducation que le parent donne à son enfant
c'est dans le but de lui permettre à devenir un leader. Oui, mais dans ce cas, est-ce qu'il y a un âge idéal pour se marier Non, il n'y a pas d'âge. On peut se marier même à 16 ans. Parce que aujourd'hui, quand tu regardes la majorité d'âge de la femme et de l'homme, la femme a plus d'avancée que l'homme. C'est-à-dire la femme est plus mature et plus grande que l'homme. C'est-à-dire tu peux prendre un homme de 30 ans et une femme de 20 ans, mais apparemment la femme de 20 ans a le même âge, c'est-à-dire en termes de maturité, de réflexion, d'accord. Parce qu'il n'est pas question d'âge, mais il est question, ce qui cause aujourd'hui les divorces, c'est plutôt l'éducation. C'est-à-dire aujourd'hui, d'autres personnes, il y a des personnes qui ne sont pas éduquées. Je peux dire que quand le parent éduque son enfant, arrivé à un certain niveau, quand l'enfant veut rentrer dans le mariage, il doit, c'est-à-dire, se remettre en question pour dire que cet homme ou cette femme-là, je dois continuer l'éducation que ses parents ont commencé. C'est-à-dire, si le père ou la mère a mal éduqué son enfant, c'est que l'enfant a reçu, c'est ce qu'il va donner à son mari. C'est-à-dire, il ne va pas pouvoir comprendre, c'est-à-dire l'enfant va crier sur le mari, elle va mal se comporter, elle va se dire, de toute façon, on va divorcer. Mais aujourd'hui, ce que certaines femmes ne savent pas, c'est que quand tu regardes l'homme et la femme, aujourd'hui, un homme peut divorcer, il peut se remarier demain. Mais si une femme divorce, est-ce qu'elle peut se marier? Est-ce qu'elle peut se remarier? C'est-à-dire, quand elle rencontre un autre homme, il lui fait comprendre, ah, ma chérie, non, ça va, elle lui dit oui. Mais quel était ton passé? Quand elle lui explique que j'ai déjà fait un mariage, même si tu lui fais comprendre que c'est l'homme, c'est-à-dire l'autre qui était le problème, derrière, il est un peu sceptique. Il est un peu sceptique. Et la majorité de ces filles qui ont déjà fait, c'est-à-dire ont déjà divorcé, aujourd'hui, soit elles sont en concubinage, elles n'ont jamais eu la chance de se remarier. Rares sont les femmes qui ont cette... on peut dire que cette chance-là de pouvoir se remarier. Donc, ça veut dire on ne se marie pas pour divorcer. Donc, il faut réfléchir. Moi, je préfère mourir célibataire que de mourir marié et divorcé. Bon, là, il y a un gros point. Oui, en fait, non, mais c'est son point de vue, évidemment. Mon cher Bonest, c'est son point de vue et qu'on respecte au passage, Grâce. Bonest, alors, Grâce a souligné un point en parlant évidemment de ces femmes-là qui sont parfois un peu victimes de jugement en ce qui concerne évidemment la junte masculine. Une femme évidemment divorcée, l'homme se pose des questions. Pourquoi elle a divorcé? Est-ce que c'est une femme excellente, une bonne femme, comme on le dit dans le jargon? Mais est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas la pression sociale qui pousse aujourd'hui les jeunes à se marier très tôt et à divorcer très tôt? Parfois même, là, quand je parle de pression sociale, ça peut être la grand-mère, ça peut parfois être le voisin d'à côté qui te rappelle en te disant « Ah mais Phèdre, il y a ta sœur qui s'est mariée, on attend ton tour ». Donc cette pression sociale, est-ce que c'est pas ça aussi qui pousse un petit peu les jeunes à se marier très tôt et puis derrière, ils découvrent les réalités du mariage et divorcent? Bon, permettez-moi de commencer par un exemple. Lorsque vous voulez construire une maison et que la fondation est mal faite, attendez-vous à une semaine après, un mois après, que cette maison s'écoule. Donc, pour répondre simplement à votre question, les couples se basent sur le feeling. En fait, on se rencontre juste et puis le feeling passe, en même temps, on se met en couple. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une base qui a été vraiment construite. Non. Donc, vous voulez, si je vous suis bien, mon cher Bonest, vous nous laissez entendre que le mariage aujourd'hui, c'est devenu un effet de mode pour certaines personnes? Exactement. Non. Parce que quoi? En fait, on se rencontre et puis le feeling passe. Tu aimes par exemple la natation. Elle aime aussi la natation. Donc, en même temps, on se dit, bon, on peut se mettre en couple. Et puis après, vite fait, on se marie. Donc, est-ce que vraiment cette personne ou bien cette fille ou ce garçon a été vraiment préparé psychologiquement pour ce mariage? Est-ce qu'il a au moins tiré des leçons par rapport sur des gens qui se sont mariés et après qui ont divorcé? Parce que le mariage, c'est un choix. Le divorce, c'est un choix. On ne peut pas obliger quelqu'un de se marier. Mais Fed, c'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cette demande sociale. Mais Régis, moi, quand tu dis faire le choix, en fait, le mariage, c'est pas un choix, c'est un engagement. Il y a une différence entre faire le choix et un engagement. C'est un engagement personnel, mais qui devient une demande sociale aujourd'hui. Quand on rentre dans un mariage, je préfère dire que c'est un engagement, parce que l'engagement va jusqu'au bout. Or, le choix, on peut toujours dénoncer un choix. Quand ça ne va pas, on se dit, c'est pourquoi il y a cette confusion. J'ai fait mon choix. Mais quand ça ne va plus, parce que les raisons pour lesquelles j'ai rentré dans le mariage, tu ne les retrouves plus. Tu dis, bon, je crois que j'ai fait un mauvais choix. Je change. Or, l'engagement, on va jusqu'au bout. C'est jusqu'à la mort. Oui, justement, moi, si je voulais intervenir sur ce qu'il a dit, en fait, je me dis que le mariage, c'est une question de vision.
est-ce que vous avez la même vision? Aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas la vision qu'il a. Parce que si on a les mêmes visions, on ira jusqu'au bout. Même peu importe les tempêtes qui vont arriver, on va se dire on a un même objectif à atteindre. Il faut se serrer les coudes à avancer. Il ne s'agit pas de dire c'est parce que mon père ou ma mère a divorcé que je dois peut-être divorcer. Combien de couples communiquent avant de rentrer dans le mariage? Justement. Ils ne communiquent pas. Ils pensent que la communication, c'est quoi? C'est que je vais faire 2 enfants. Non, la communication d'un couple, c'est quoi? C'est d'abord de savoir comment ton mari, ton futur ou bien ton fiancé, comment il a passé son enfance. Parce que nous sommes la somme de notre passé, de notre présent et de notre futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton mari te dit j'ai passé une enfance difficile, tu dois savoir que tu es un homme blessé, que tu dois soigner au cours de votre mariage. Donc ça veut dire que soigner un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de l'opérer et de regarder le diagnostic. Qu'est-ce qui a causé cette douleur-là, mon mari? Parce qu'en fait, cet homme qui est blessé, tu vas payer le prix cassé si tu ne le soignes pas. Justement. Dans ce cas, tu vas divorcer et tu ne vas pas rester dans ce mariage. Est-ce que c'est la seule raison? Allez-y, Bonest, on va y revenir, Phèdre. Allez-y, Bonest. Je reviens encore sur le mot choix. Parce que pour moi, le mariage, c'est un choix. Quand c'est un choix, en fait, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Parce que c'est écrit dans le Coran, dans la Bible et tout. On n'a jamais écrit que le mariage, c'est une obligation. Ah ouais. Mais jusque avant d'aller à l'acte, on dit que forcément, il faut que tu te maries. Oui. Donc, c'est une obligation morale et non une obligation. Donc, ok, d'accord, donc tu dois me marier. Non. Bon, maintenant, quelqu'un qui se marie, pour moi, c'est un choix. Il s'est engagé à certaines règles et tout. Maintenant, si après, il y a le divorce, c'est parce qu'il a peut-être fait un mauvais choix ou bien il n'était pas prêt vraiment à se marier avant d'y mettre. Mais aussi, regardons un peu comment la jeunesse, la jeune génération forme le couple. En fait, on se voit. Ah, c'est très vite, hein. Ça va très vite en général. On se voit 2 fois et la troisième fois. Toi-même, tu l'as si bien dit, regarde comment ils forment leur couple. Ils forment leur couple sur quoi? Quel est le fondement d'un couple? Le fondement d'un couple, c'est quoi? Si c'est l'apparence, tu vas divorcer. Si c'est le match vu, tu vas divorcer. Si c'est l'argent, tu vas divorcer. En fait, on fonde un couple sur les valeurs intrinsèques, des valeurs durables. Phèdre, mais est-ce que ce sont les seules raisons aujourd'hui qui expliquent le divorce? Peut-être qu'elle ne se sent plus bien dans le couple. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un phénomène aussi que nous condamnons au passage. C'est les femmes violentées dans les mariages. C'est l'une des raisons aussi des divorces en général. Mais justement, pourquoi on est violenté? Ça veut dire qu'il y a une cause. Ça veut dire que le monsieur est malade. Pourquoi elle est violentée? Le monsieur, peut-être qu'il a souffert des troubles, il a passé une enfance difficile, dont la femme doit discerner qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi tu es violent? Pourquoi quand tu fais telle ou telle chose, ou bien quand je te dis, ou bien quand je te parle de ta mère ou bien de ton père, tu deviens violent? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va te dire que, chérie, j'ai passé une enfance difficile. C'est pas tout le monde qui explique le fait qu'ils ont passé une enfance difficile. Il y a des hommes qui sont violents de nature. Il a vu ça quelque part. Mais certaines femmes, est-ce qu'elles sont dans cette démarche-là, d'y aller vers les hommes? Il y a des hommes qui ont vécu peut-être, c'est-à-dire qui ont assisté à une scène, comme tu l'as dit tout à l'heure, violente. Oui. Et peut-être qu'il se dit que, bon, si telle personne a pu supporter, je peux le faire. Oui. Et aujourd'hui, il le recopie. Mais vous constatez, quand vous êtes dans une phase de fiançailles, oui, je suis sûre que dans les premiers instants, cet homme vous a déjà montré qu'il était déjà violent à un certain point, mais vous n'avez pas tiré l'attention. Ouais. Parce que lorsqu'on est en couple, on est fiancé, on a la joie d'acquérir, de vite acquérir le mariage, de vite embrasser le mariage. C'est-à-dire, on fait allusion à ne pas prêter attention à des petits points. Parce que ce sont ces petits points-là qui vont vous emmener au divorce demain. C'est-à-dire, demain, vous pouvez vous disputer et l'homme se met en violent, et il se met en colère et il te gifle. Sans te rendre compte, et tu te dis, oh non, il était fâché, il va venir m'acheter, excuse-moi. Non, mais il ne faut pas tolérer. Non, oui, évidemment, on ne condamne pas les actes de violence. Mais bien sûr, donc c'est totalement, on peut dire, inacceptable dans un couple. Et si une femme me dit que c'est parce que mon mari me violente que je vais divorcer, je peux l'accepter. C'est-à-dire, bon, elle a fait l'erreur de ne pas constater cela. Mais parce qu'elle n'a pas envie d'être dans une forme de prison dorée aussi, quelque part. Justement, voilà. Mais justement, mourir à cause de ça. En fait, il faut savoir que le mariage est une institution. Quand on rentre dans une institution, il y a des épreuves à affronter pour grandir. Si tu fuis et que tu sors, parce que le divorce, c'est une sortie ou c'est une fuite.
Ça veut dire que tu ne veux pas régler le problème qu'il y a dans le mariage et tu trouves la porte de sortie le plus facile. C'est pour ça qu'il faut constater, c'est pour ça dès le début, quand tu constates déjà cette violence, il faut déjà régler avant de rentrer. Bon, le cas de la violence, c'est un cas parmi tant d'autres qui peut aujourd'hui justifier le divorce. En tout cas, vu les statistiques, c'est l'une des causes par excellence qui pousse au divorce. On va revenir sur un point. Bonès, je viens à toi dans quelques minutes. Phèdre, je reste avec toi puisque tu parlais d'un point. Tu parlais évidemment au-delà même de fait de continuer l'engagement, d'aller jusqu'au bout, malgré les péripéties du couple, de la vie. Ce qui fait aujourd'hui que les jeunes divorcent, c'est parce que ces femmes, ces jeunes filles n'ont plus la volonté de supporter, elles n'ont plus cette capacité-là de supporter, comme c'était le cas jadis avec nos mamans. Mais bien sûr, pour eux, ils ont trouvé en fait, c'est la facilité. Ils ne veulent pas, en fait, il faut construire. Nous sommes la somme de notre passé. Nous sommes ce que nous sommes par des expériences. Ouais. Ça veut dire que si tu veux demeurer dans un mariage, il faut apprendre des expériences du mariage. En fait, notre terrain de jeu, c'est le mariage. On ne part pas à la première difficulté. On ne part pas à la première difficulté. On constate les jeunes aujourd'hui, la première difficulté, si tu me fais ça, je divorce. En fait, tout simplement parce qu'elle ne trouve plus son intérêt, tout simplement parce que le monsieur a perdu le travail, le monsieur a perdu les acquis. Elle trouve un moyen, au moins de petits cas, elle divorce. Mais c'est grave. Pourquoi? Parce que est-ce que tu trouves que tu vas trouver un homme idéal où tu n'iras pas supporter ses épreuves? C'est pourquoi tu vas aller de divorce en divorce. Pourquoi? Parce à la première difficulté dans un foyer où tu es censé être le maître par excellence, la femme, parce que c'est la femme sage, où tu es censé exprimer ta nature de femme, où tu es censé exprimer ton identité de femme. Si tu fuis ce terrain, auquel des terrains, tu vas t'exploiter. Mais comment le divorce est perçu par les parents, justement? Quand la femme décide de divorcer, la jeune fille décide de divorcer, de quitter le foyer, comment c'est perçu par les parents? Enfin, les parents constatent. En fait, tu vois, elle met la divorcée, ou bien le divorcé, met les parents sur le fait accompli. C'est une déception pour les parents? Mais bien, à l'époque, je crois qu'il y avait des réunions qui s'est fait pour essayer de réconcilier parce que le mariage, c'est entre deux familles. C'est pas entre deux personnes. Donc, même le divorce aussi, on doit censé interpeller les familles pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que le problème, on peut le résoudre? Si vous avez perdu cette capacité, est-ce que les parents ont les moyens pour résoudre le problème qui vous emmène à divorcer? Mais aujourd'hui, on n'a pas, les divorcés n'ont même pas besoin de... Oui, il n'y a plus la communication. La décision, elle est prise, elle est prise. Voilà. Chacun pense que, comme j'ai décidé de divorcer, le père le dit non, on ne divorce pas comme ça, il faut une procédure. Autant la procédure, quand tu rentres, il y a aussi une procédure pour sortir. Divorcer. Justement, Et puis l'une des causes fondamentales pour cette divorce-là sont les jeunes se basent sur des intérêts pour former les couples. Par exemple, une femme, elle cherche forcément un jeune ou bien un garçon ou bien un homme plutôt qui a déjà sa voiture, qui a un boulot et qui est stable. Donc on cherche juste les intérêts. Et après, lorsque cet homme-là n'a plus et tombe peut-être en faillite, la femme cherche une porte de sortie. Donc, elle crée peut-être un problème et sort. Ce n'est pas la vie de Grâce. Je ne pense pas que c'est forcément le matériel. Parce qu'on ne se marie pas pour le matériel. Il y en a qui... Bon, on ne va pas juger donc, justement, je ne juge pas. Mais parce que lui, son jugement, c'est qu'il y a des femmes qui... Bon, il y en a en griffes. Il y a des femmes qui se marient soit pour le matériel. Bien sûr. Est-ce que le matériel peut te rendre heureux? Parce que la base d'un couple, c'est déjà l'amour. C'est ça. L'amour, c'est-à-dire c'est comme tu vois un homme qui voit une femme, sa première intention c'est de découvrir la femme. Maintenant s'il dit que c'est parce que je veux déjà directement me découvrir cette femme, bon je vais déjà me lancer, il va échouer. C'est la raison pour laquelle je disais que l'une des raisons, donc parce que là tu es d'accord avec moi qu'il y a des femmes qui cherchent juste leur intérêt. Et en même temps il y a aussi des femmes qui cherchent des mecs beaux, 1m80, qui est riche, élégant et tout. Non, il y a beaucoup de comment vous critères, voulez que ce couple-là dure? Donc il y a aussi un problème chez les jeunes. En fait, il faut qu'on comprenne que, bon, écoute, former un couple, c'est pas le feeling. La jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes ne sont pas patients. Face à un problème, on démissionne. C'est tout. Donc il faut qu'on ait la patience et aussi l'éducation. Et puis je condamne beaucoup les jeunes qui frappent leurs femmes. Parce que quoi, en fait, simplement, c'est sûr que ces jeunes n'ont pas reçu vraiment d'amour de leur... Tout à l'heure, au début, on parlait d'éducation et on le souligne encore, on condamne évidemment ces actes de violence. Quand tu parles de ça, c'est un problème de maturité.
On ne rentre pas dans un mariage sans être mature. Parce que les épreuves qui sont dans le mariage, en fait, ces épreuves sont censées à vous rendre mature. L'institution du mariage est le seul où tu rentres, on te donne un diplôme. À la mairie, au Gabon, chez moi, quand tu te maries, on te donne un diplôme. Mais en fait, ce diplôme, c'est dans le mariage que tu vas avoir le certificat de mariage. Ça veut dire que dans le mariage, les épreuves que tu vas vivre dans le mariage vont t'amener à grandir, à comprendre quel est réellement, qu'est-ce qu'on appelle le mariage. Le mariage, les jeunes filles préparent les cérémonies, mais ils ne préparent pas le mariage. Ils ne préparent pas une vie en commun, ils préparent une cérémonie, la cérémonie de leur rêve. Ils préparent les robes, ils préparent ceci. Mais quand elles rentrent dans le mariage, elles se rendent compte que la réalité du mariage n'est qu'autre que celle qu'elle a vécue dans la cérémonie. Et comme on dit toujours, hein, chez vous, en Côte d'Ivoire, on dit la beauté de la femme donne le mari, mais c'est le comportement qui donne le mariage. Justement. Et moi, je voulais aussi souligner quelque chose, c'est que la femme, avant de se marier, aujourd'hui, les jeunes filles ne s'informent pas. Elles ne lisent pas des livres, même que ce soit chez l'homme aussi. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont eu à vivre le mariage, qui ont eu à faire des erreurs, et ils ont eu à écrire des livres, ils ont eu à donner des informations sur leur vie. Est-ce que la femme aujourd'hui s'enseigne? Point d'interrogation. Bon, on veut juste se marier, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Parce que moi, je sais que si je m'informe, si je lis des livres sur le mariage, sur le divorce, sur le divorce également, sur comment est-ce que je dois m'y prendre. Mais je pense que tu as au moins à 90% de ne pas divorcer dans ton mariage quand la situation va arriver. Et le deuxième point, c'est surtout la vision. Qu'est-ce qui t'emmène dans ce mariage, disons? Est-ce que tu es prêt à te marier? Est-ce que tu as été destiné à te marier? Parce qu'il y a des filles qui n'ont pas été destinées à se marier. Tous aspirent à le mariage, mais elles n'ont pas, on peut dire qu'elles n'ont jamais été... Il n'y a pas la fibre du mariage. Il n'y a pas le comportement qui accompagne ce désir de se marier. Donc, si elle rentre facilement, elle va sortir facilement. C'est ça. Donc, aujourd'hui, avant de rentrer, moi, je me dis, il faut avoir une vision. Il faut être focalisé selon ce que tu veux. Est-ce que ce mariage que tu vas faire, cet homme va t'accompagner jusqu'au bout dans ce que tu veux entreprendre, ou est-ce que votre vision va ensemble? C'est-à-dire, tout peut arriver dans le mariage. Aujourd'hui, quand tu vois un couple qui ont passé du temps ensemble, il y a de cela 20 ans, et tu les demandes, est-ce que vous vous aimez? C'est surtout ça, c'est parce qu'on a l'impression que Bonès, la nouvelle génération, comme Grace l'a souligné, elle n'a pas cette facilité à aller vers l'ancienne génération, en l'occurrence nos parents, parce que nos parents, on a 80 ans de mariage, on a 60 ans de vie commune, mais les 60 ans de vie commune, ils sont passés par plein de choses qui ont peut-être failli conduire au divorce, mais s'ils sont restés là, c'est qu'ils ont des connaissances. Et aujourd'hui, cette génération, on se marie et on n'a pas besoin d'avoir des conseils derrière. C'est ça, en fait. C'est que cette génération, c'est un peu désolant. On ne veut pas des conseils, on fait ce qu'on veut parce qu'on regarde la télé et puis on se marie, c'est tout. Bon, après tout, moi je me dis toujours que la question, c'est que la jeunesse manque de patience et manque de maturité. Si on était vraiment mature, il n'y aurait pas plutôt ce taux élevé de divorce. Parce que certes, c'est que nos parents, il y a des gens parmi la génération précédente, il y a des divorces et tout, mais le taux de notre génération est tellement élevé qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui est vraiment la cause? Et en parlant de taux élevés, les amis, en ce qui concerne le Sénégal, en l'occurrence la région de Dakar, avec l'ANC, l'agence de la statistique, de la démographie du Sénégal, qui a publié un rapport en 2015 qui faisait état de plus de 1775 divorces prononcés à Dakar en 2015. C'est énorme, évidemment, 1775 divorces prononcés à Dakar en 2015, selon le rapport, un dernier rapport publié par l'agence de la statistique et de la démographie du Sénégal. Est-ce que quelque part, revenons aux parents, en ce qui concerne la responsabilité parentale, est-ce que c'est pas aux parents aussi quelque part de mettre une barrière, Phèdre, supposons qu'on a un jeune homme qui vient avec cette vocation-là de demander la main d'une jeune fille de 18 ans ou de 19 ans, parce que comme Grace l'a souligné, on peut se marier à tout âge. Est-ce que ce n'est pas à la mère, connaissant ce que sa fille va vivre demain dans le mariage, de dire non, elle n'est pas encore
prête, revenez dans 2 ans ou dans 3 ans si vous tenez réellement à ma fille, et à partir de là, on verra comment on peut parler. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est pas dans cette démarche qu'aujourd'hui les parents doivent aller, Phèdre? Mais Régis, avec la nouvelle génération, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. C'est avant. Bon. Ça m'étonnerait. Ouais, non, mais est-ce que les parents essaient? Moi, c'est la question que je pose. Est-ce que ces parents sont dans cette démarche-là? Je pense qu'ils essayent. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand le parent va dire que tu n'es pas prêt, va dire maman ne veut pas de mon bien? Ça veut dire qu'il y aura des accusations, dit maman ne veut pas, ta mère ne m'aime pas, ta mère veut. En fait, il y aura des accusations comme si ce que la maman disait n'était pas fondé. Pourtant, c'est le contraire, ce n'est pas le message qu'elle veut envoyer. Ouais. C'est pas le message qu'elle va, tout simplement parce que ma mère n'aime pas ma fiancée, ma mère n'aime pas ceci. Et puis, en fait, après, ça va faire un conflit dans la famille où la maman va se dire, dans ce cas, comme tu ne veux pas, je pense que tu vas comprendre de tes propres expériences quand tu vas rentrer dans le mariage. D'accord. Donc, je pense que les parents sont aujourd'hui dans la position où je crois que tu vas grandir de tes propres erreurs. Parce que nous sommes la somme... Ça a été le conseil de ta maman. On rappelle que vous êtes mariée, Phèdre. Ça a été le conseil de maman avant d'aller en mariage? Non, ma maman m'a dit une chose. Tu vas en mariage... Ma mère a 40 ans de mariage. Elle est restée jusqu'aujourd'hui. Elle a dit, le mariage, tu rentres, on ne sort pas. Parce que dans notre lignée, il n'y a jamais eu de divorce. Sa mère est partie, sa mère était mariée, elle est mariée, ainsi de suite. Toutes mes sœurs sont mariées. Donc, chez nous, il n'y a pas de divorce. Tu rentres, tu ne sors pas. Et c'est dans le mariage que tu sauras réellement quelles sont les difficultés, qu'est-ce que tu dois affronter. Et comment pallier, à cette, et comment tu dois t'appréhender. Parce qu'il faut savoir que tout ce que tu vivras, ce seront des expériences personnelles qui vont te permettre, à toi en retour, de donner des conseils à ceux qui veulent. La communication, on va revenir avec toi, Grace. Oui, Bonest. Juste pour compléter, on peut aussi dire que le problème se trouve au niveau des parents. Par exemple, je prends le cas du Sénégal. Il y a plein de mariages arrangés. Donc, comment vous voulez que... Non, mais ça, évidemment, ça peut être sur le plan de la tradition. Après, arranger, c'est peut-être le terme qui ne sied pas. Peut-être que derrière, il y a évidemment... Mais est-ce que cela s'aime vraiment? Nos parents, c'était des mariages arrangés, mais ça réussit. Ouais, mais... À l'époque, c'était des mariages arrangés. Mais ça existe encore dans certaines traditions. Après, c'est beaucoup plus traditionnel qu'autre chose. Dans certains pays, le procédé, il est toujours là. Et comme Phèdre l'a dit, alors, ça peut être une cause qui peut justifier le divorce. Mais derrière, voilà, en général, ça se passe plutôt bien. Le procédé est toujours là. Ouais. Mais le mariage arrangé, entre-temps, en fait, on laissait le temps à l'homme plutôt, et puis à la femme de se connaître. Ici, en fait, aujourd'hui, ou bien de nos jours, 2 mois après, 3 mois après, ils se marient. Mais entre-temps, en fait, on te laisse 1 an, 2 ans, et vous vous connaissez. Et après, bon, on peut décider entre les 2 familles. Ok, d'accord. Donc, Bonest, on l'a dit, c'est un engagement personnel. Oui. C'est un engagement personnel. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux décider, supposons, l'inverse existe aujourd'hui, supposons que la dame te propose d'aller tout droit au mariage et que tu estimes que tu n'es pas prêt, tu as le droit de le dire. C'est pour donc, ça, oui, le temps de se connaître, c'est bien, mais on a le droit aussi de dire on n'est pas prêt, voilà. On va y aller mollo comme on dit dans le jargon. C'est pour ça qu'il y a une procédure et puis on constate aussi que les parents obligent certains enfants à se marier parce qu'ils ont déjà l'âge de se marier. Non, on parlait tout à l'heure de pression sociale. Pression sociale, oui. Donc il y a aussi cette pression-là qui est derrière. Donc, et puis en même temps on veut se marier. Mais bon, est-ce que vraiment cette personne ou bien en fait cette fille-là est prête à se marier? Donc c'est là le problème. Et puis normalement on doit chercher à savoir est-ce que les parents ont préparé ces enfants au mariage. La communication, Grace, il faut communiquer avec les parents. Est-ce que vous êtes dans cette optique-là? Vous communiquez beaucoup avec votre mère en ce qui concerne évidemment ce qui vous attend demain dans le mariage? Justement, moi je me dis en tant que jeune fille, la fille doit chercher à connaître quelles sont les valeurs, c'est-à-dire quel est le but que la mère devait atteindre quand elle a marié son homme. Ça c'est d'abord 1. Et de 2, il faut chercher à courtiser, c'est-à-dire la maman, à chaque fois. Il faut lui demander, mais quels sont les défis, quels sont les trucs que tu traverses. Et selon ce qu'elle te dit, tu peux, selon son témoignage, tu peux essayer de construire ton foyer. Parce qu'aujourd'hui, nos filles, elles se disent, maman a déjà fait sa vie, il faut que je me marie. Non, il faut se chercher à se rééduquer d'abord. C'est-à-dire, parfois, les mamans, elles nous disent,
ma fille, le mariage n'est pas facile. On dit, ah, parce qu'elle a déjà fait pour elle. Non, c'est parce qu'elle a déjà fait, mais parce qu'elle veut t'éviter, c'est qu'elle vit. Et comme on dit, éviter le divorce. Les amis, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur sur le continent. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci à Grace. Je rappelle que vous êtes dans le domaine de la restauration. Merci d'avoir participé à Génération News. On remercie également Bonest, vice-président de l'amicale des stagiaires et étudiants béninois au Sénégal, à Dakar précisément. Merci d'avoir répondu à l'invitation. On remercie également Phèdre, vous êtes dans le domaine de la communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias. Merci. Et c'est la fin de Génération News. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. D'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.